Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'utilisation de l'outil FFmpeg. Dans cette première vidéo, je ferai une très brève présentation de l'outil, en partant du postulat que vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo par hasard et que l'outil est d'ores et déjà installé sur votre poste. Je présenterai ensuite les sources qui seront utilisées dans les différents traitements que nous allons réaliser. En commentaire de cette vidéo, vous trouverez un lien pour les télécharger. Nous verrons ensuite les premières commandes avec leur logique de rédaction, les commandes d'aide et surtout les informations que l'outil permet d'obtenir sur les fichiers audio et vidéo. Ensuite, nous ferons les premiers traitements. Nous verrons les possibilités de conversion de format et de réencodage. Lors de ces traitements, nous verrons comment définir la qualité d'une vidéo ou d'un fichier audio et comment redimensionner une vidéo par modification de sa résolution. Voilà, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que FFmpeg? C'est avant tout une collection d'outils en ligne de commande pour manipuler des fichiers multimédia, que ce soit de la vidéo, de l'audio, du streaming. Donc c'est une librairie de commande qui permet de faire un très grand nombre de traitements. La quasi-totalité des formats audio et vidéo sont reconnus par l'outil, en tout cas les principaux. Il est libre, gratuit, c'est un projet open source. Il est disponible pour les principaux OS, que ce soit PC, Mac ou Linux. Pour ma part, je suis sur une distribution de Linux Mint. Ces librairies sont très complètes et utilisées dans de très nombreux outils de traitement vidéo, audio, que ce soit par exemple le lecteur VLC ou des outils comme Blender, Kdenlive, OBS, Audacity, etc. Concernant les sources que je vais utiliser, nous avons ici les 8 fichiers donc, que je vais utiliser au cours de ces différentes vidéos. Donc on a un fichier MP4, il s'agit d'un fichier d'un compte à rebours de 10 secondes qui n'a pas de son. Nous avons ensuite 3 fichiers audio format MP3, comme vous pouvez le deviner avec leur nom, donc c'est là un compte à rebours en français, en anglais, et le dernier d'un bip qui se déclenche toutes les secondes. Ensuite, nous avons 3 fichiers de sous-titres au format SRT, donc tout ce qui concerne les traitements en lien avec les sous-titres seront abordés dans une vidéo ultérieure. Et enfin, nous avons un logo donc image au format PNG avec un fond transparent. Il s'agit du logo FFmpeg. Bien, nous allons maintenant exécuter nos premières commandes avec FFmpeg. Donc j'ai ouvert un terminal. Depuis ce terminal, je vais me positionner dans le dossier qui contient les différentes sources, les différents fichiers sources. Voilà. Si je liste, voilà, on y retrouve bien nos 8 fichiers. Et maintenant, je vais taper donc ma première commande, tout simplement FFmpeg, sans rien préciser. Alors, on voit que cette commande retourne une en-tête avec de nombreuses informations, alors notamment la version de FFmpeg utilisée sur mon poste, donc actuellement la 6.1.1, la version du compilateur utilisé pour cette version de FFmpeg, donc là on voit que c'est la version 13 de GCC qui est le compilateur historique des langages C et C++. Des informations sur les éléments de configuration de la compilation de la version de FFmpeg, la liste des bibliothèques internes, donc avec une bibliothèque qui gère les utilitaires de base, une bibliothèque pour la gestion des codecs audio-vidéo, la bibliothèque qui gère cette fois-ci les formats audio-vidéo, c'est-à-dire les conteneurs, c'est-à-dire le type de format de fichier MP4, MKV. Une bibliothèque pour la gestion des périphériques, micro, caméra. Une bibliothèque pour les filtres audio-vidéo, une bibliothèque pour les traitements de redimensionnement et de conversion, une bibliothèque qui s'occupe des rééchantillonnages et cette bibliothèque pour les traitements, les post-traitements vidéo. Ensuite, on voit que l'entête nous précise les règles de rédaction des commandes FFmpeg. Alors
pour lancer une commande FFmpeg, donc si on décompose, il faut bien évidemment déjà appeler l'outil. Ensuite, renseigner les réglages généraux comme la vitesse, la qualité. Ensuite, toutes les informations liées au fichier d'entrée. Alors, les options liées au fichier d'entrée. On peut avoir des options spécifiques comme le format, le codec. -i qui va précéder cette fois-ci le chemin d'accès au fichier d'entrée. Les 3 petits points signifient qu'on peut avoir plusieurs fichiers d'entrée suivant le type de traitement que vous allez demander à FFmpeg. Si par exemple vous demandez un traitement de superposition ou pour mixer, vous allez avoir plusieurs entrées. Et de la même façon, on va préciser les options du fichier de sortie, le nom et le chemin d'enregistrement du fichier de sortie, et les 3 petits points de la même manière signifient qu'on peut avoir plusieurs fichiers de sortie. Une ligne de commande peut générer plusieurs fichiers de sortie. L'entête enfin nous précise que pour l'accès à l'aide ou à la documentation, il faut utiliser le suffixe "-h". C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on constate si je remonte au début de la commande? On constate déjà que voilà, on a de nouveau la même entête qui a été générée, donc ce serait systématique, sauf à demander à ce que qu'elle soit masquée dans son rendu, elle est générée de manière automatique. Ensuite, on a des informations sur le type d'aide. On peut avoir une aide de base, comme je l'ai demandé, avec juste "-h", "-h long" pour avoir un peu plus de détails, et enfin la version complète avec "-h full" pour avoir l'exhaustivité de l'aide ou de la doc. Alors on voit qu'on peut avoir accès au format, au filtre. Voilà, et toutes les options qui peuvent être interrogées pour avoir davantage d'informations, de précision. Alors, si on veut avoir par exemple un peu plus d'informations sur les filtres disponibles, je tape cette commande. Voilà, et donc là vous voyez, j'ai tous les filtres disponibles. Donc il y en a quand même une grosse quantité. Si vous voulez avoir une précision par rapport à un filtre en particulier, alors là il va falloir passer par l'aide et dire le filtre qui nous intéresse. Voilà. Et donc là vous avez les options de paramétrage du filtre Scale. Si on s'intéresse maintenant, après les filtres, aux différents formats par exemple. Voilà, là on a donc l'ensemble des formats de fichiers acceptés, pouvant être interprétés par FFmpeg. Donc là on remarque le D ou le E pour chacun des formats de fichiers. Le D signifiant qu'il peut être lu en fait ou interprété par FFmpeg, et le E qui peut être écrit par FFmpeg. Une petite astuce justement concernant cette en-tête qui apparaît systématiquement. Donc là c'est pas trop embêtant parce que je demande des traitements, voilà, qui génèrent une sortie très longue. Mais si pour des traitements plus courts où on veut pouvoir accéder directement aux résultats sans avoir à scroller l'ensemble de l'entête,
Pour cela, il faut la masquer et il y a une petite commande à ajouter avant le traitement. Donc, vous voyez, hide banner. Si je remonte tout en haut, voilà, là, l'entête n'apparaît plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? S'il y avait peut-être encore une chose. Euh, sur les options génériques, voilà, option globale. Il y en a une qui est quand même assez intéressante à connaître. Le -Y pour écraser votre fichier de sortie. C'est-à-dire que si vous faites un traitement, vous apercevez après coup que voilà, qu'il manquait une option dans la demande de traitement, vous voulez le régénérer, vous faites un -Y qui va directement écraser le fichier précédemment produit, sans avoir à vous le demander. Donc ça peut être parfois intéressant. Bien, maintenant on va utiliser FFmpeg, mais cette fois-ci en lui précisant un fichier en entrée. On va préciser aucune option ni de fichier de sortie. On va pas faire de traitement, on va pas demander à FFmpeg de nous faire un traitement sur le fichier entrée, mais juste d'obtenir des informations sur ce fichier. Donc dans mon terminal, donc j'appelle l'outil. Donc soit je peux faire soit donc -i et comme je suis dans le répertoire qui contient mes sources, j'appelle directement le fichier. Sinon, je dois mettre son chemin d'entrée, enfin son chemin d'accès, pardon, complet. Donc si j'interroge ce fichier, donc on se retrouve toujours avec notre fameuse entrée, notre fameuse en-tête, pardon, et donc les informations liées à notre input. Donc qui prend le numéro 0? On est sur un système matriciel avec donc un début de numérotation à 0. Donc on a un seul input qui démarre à 0. Ça, c'est le format du conteneur. Donc, on est sur un format MP3. Son chemin d'accès, on voit qu'on n'a pas de métadonnées. La librairie qui a servi à l'encodage du fichier, sa durée, son point de démarrage du flux audio. On voit qu'on a un léger décalage de 11 millisecondes après le début du fichier. Le bitrate, le débit qui est de 192 kilobits. Ensuite, donc dans cet input, on a un seul stream, donc qui porte également le numéro 0. Dans l'input 0, on a le stream 0, donc qui est de l'audio encodé avec le codec MP3, qui a une fréquence d'échantillonnage de 48 000 Hz, 48 kHz. C'est un fichier mono avec un seul canal. Et donc on y retrouve son débit. Donc voilà pour un fichier audio. Si j'interroge maintenant, toujours avec FFmpeg, mais cette fois-ci on va interroger le fichier vidéo. Donc on a un seul input. Les caractéristiques du fichier correspondent au conteneur, soit .move, soit .mp4. Alors là, on voit qu'on est sur un fichier MP4, mais la structure interne du fichier correspond à ces différents conteneurs. On n'a pas de métadonnées. Là, les normes auxquelles le fichier répond, la librairie d'encodage. On a un fichier d'une durée de 10 secondes qui démarre exactement à la première milliseconde du fichier. Le débit pardon, de l'input. Donc dans cet input, on a un seul stream, qui est le stream 0. On pour une define, c'est-à-dire qu'il n'a pas de langue qui lui est attribuée. Là, donc on est sur un flux audio encodé avec le codec H264.
avec le profil high, donc pour une bonne qualité. Ensuite, des informations sur la colorimétrie de la vidéo. Donc, YQV 240, c'est le format de couleur, ce qui est donc c'est un peu un standard. BT 709, c'est aussi cette fois-ci, c'est l'espace colorimétrique de la vidéo, donc c'est également un standard. On voit qu'on est sur un flux qui est progressif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'entrelacement et que chaque frame est une image complète. Ensuite, on a des informations concernant la résolution de notre vidéo. Donc, on est sur de 1920 par 1080, donc un format 1080p du Full HD. Les valeurs SAR et DR, SAR et DAR. Alors, le SAR, ça veut dire Sample Aspect Ratio. C'est le rapport entre la largeur et la hauteur d'un pixel. Ici, on a un rapport de 1 pour 1, ce qui signifie qu'on est sur des pixels carrés qui ont la même largeur que hauteur. Bon, et maintenant, la norme pour la quasi-totalité des écrans qu'on utilise, cette valeur existait pour pouvoir gérer des cas un peu plus rares pour lesquels les pixels n'avaient pas forcément n'avaient pas cette forme carrée. Le DAR, en fait, c'est l'expression de la résolution de la vidéo par les valeurs de SAR. Comme là, on est sur un SAR de 1 pour 1, le DAR reprend en fait les valeurs de la résolution de la vidéo et donc on est sur un format de 16 pour 9. Là, on a le débit du stream. On est donc sur un stream qui fait du 25 images par seconde, frames par seconde. Le TBR, alors le TBR, ça signifie le Time Base Reference. Donc c'est une valeur technique qui indique en fait la référence utilisée par le conteneur pour horodater les images. Quand le framerate, c'est-à-dire les 25 images par seconde et le TBR sont identiques, ça signifie en fait que chaque image est datée à un intervalle parfait d'une unité TBR. Ensuite, on a le TBN. Alors, le TBN, c'est le Time Base Numerator. Donc là, cette fois-ci, c'est l'horloge fondamentale du conteneur. C'est-à-dire que le conteneur, lui, il tique tous les 12 800 fois par seconde. Euh, et 12 800, bon, c'est courant et c'est très adapté pour un framerate de 25 fps, puisque ça veut dire que tous les 512 ticks, on va rencontrer un TBR. Donc, si vous voulez, la différence entre les TBN et le TBR, c'est que le TBN, en fait, c'est l'horloge fixe du conteneur, donc 12 800, et le TBR, c'est la fréquence dérivée qui correspond en fait au flux vidéo lui-même. C'est un calcul de l'écart moyen entre les images. Donc là, on n'a pas de métadonnées liées à ce fichier vidéo. Maintenant, pour compléter les informations, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez FFmpeg, il y a deux utilitaires complémentaires qui sont installés. Il y a FFprov. Alors, à quoi sert FFprov? C'est un outil qui est spécialisé justement pour obtenir des informations sur les médias que vous allez euh, lui mettre en input. Donc ça marche exactement de la même façon que FFmpeg. Donc là, je vais lui chercher le fichier vidéo. Donc, vous allez me dire quelle différence. C'est que FFprog en fait est spécialisé justement pour ces tâches d'analyse et d'inspection des fichiers multimédia. Bon, il est plus léger, plus rapide que FFmpeg et il peut produire aussi des sorties au format texte, format JSON ou XML.
Et donc, c'est parfait pour les tâches d'automatisation et d'intégration avec d'autres applications. Donc, il est plus efficace que FFmpeg pour une simple inspection. Il est plus rapide et donc plus sobre. Deuxième outil dans la boîte à outils, cette fois-ci, c'est FFFplay. Donc, qui est un lecteur intégré à FFmpeg. On va pas mettre ce fichier, on va mettre le fichier vidéo, ce sera plus probant. Vous voyez, un lecteur qui est directement intégré à l'outil. Bien, après la théorie et ses généralités, passons maintenant à des exemples de traitements concrets et plus particulièrement les conversions de format et de réencodage. Par exemple, nous allons convertir notre vidéo d'origine, nous l'avons vu, est donc au format MP4 encodé avec le codec H264 et nous allons la convertir vers le format AVI. Donc pour ça, donc j'appelle mon outil, mon fichier d'entrée et mon fichier de sortie. Donc je donne mon fichier de sortie, je lui donne l'extension, je lance le traitement. Donc vous voyez qu'il y a un temps de traitement qui est relativement court puisque le fichier ne fait que 10 secondes, mais malgré tout on a un temps de traitement. Si on analyse maintenant notre fichier de sortie, alors qu'est-ce qu'on constate? Que le bitrate est passé à 1477 kilobits et que le codec employé pour la conversion est le MPEG-4. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que FFmpeg en fait privilégie la compatibilité. Il choisit un codec vidéo par défaut qui est garanti de bien fonctionner avec le conteneur choisi. Le conteneur AVI a été créé par Microsoft bien avant la création du HD64 et c'est le standard de l'époque. Le MP4 est le standard de l'époque. Pour plus d'informations concernant les codecs, vous pouvez aller visiter cette page Wikipédia. Vous y trouverez trois tableaux. Le premier sur les informations générales de chaque conteneur possible. Le second qui indique les codecs supportés par chacun des principaux conteneurs. On voit par exemple que le H264 est supporté donc bien sûr par le MP4, mais également par le format AVI. Et vous avez la même chose pour les codecs, cette fois-ci audio, supportés par chacun des formats, enfin, chacun des principaux formats de conteneurs vidéo. Bien, maintenant, revenons donc à nos conversions. Donc, pour forcer la conversion de format, mais en conservant le codec H264 du fichier d'origine, il va falloir qu'on le précise au niveau de la commande. Donc, dans mon terminal, donc j'appelle l'outil, le fichier d'entrée, et cette fois-ci, je vais lui préciser le codec à utiliser dans la conversion. Donc, "-c pour codec, suivi de deux points V pour vidéo. Si on voulait agir sur le codec audio, ce serait deux points A et les sous-titres S. Donc là, vidéo. Et on va préciser qu'on veut une copie du flux vidéo d'entrée. Et après, donc je précise mon fichier de sortie. Donc ça va être AVI en H264. Donc on conserve bien le conteneur AVI. Je lance ma conversion. Là, vous avez pu constater que le temps d'exécution de la commande est quasiment instantané. Parce qu'en fait, c'est juste une copie du flux. On conserve le codec d'entrée. Ce n'est pas une conversion. Et donc, on a un temps de copie. Le fichier fait à peine un méga, donc voilà, la copie est quasiment instantanée.
Si je vois un peu le fichier de sortie, bon, la conversion a bien fonctionné, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on peut constater au niveau des fichiers, donc j'avais mon fichier d'origine qui faisait à peine 930 kg. La première conversion vers le conteneur AVI avec l'encodage par défaut qui lui était doublé. Donc on avait un fichier qui faisait 1 méga 8 et en imposant la copie du flux vidéo, voilà, on est sur un fichier qui est proche en taille du fichier d'origine. Maintenant, pour encoder notre vidéo en conservant le conteneur mais en modifiant le codec d'encodage, donc j'ai mon fichier MP4 qui est encodé avec le H264 et je souhaite le convertir pour que le fichier de sortie soit toujours donc en MP4 mais cette fois-ci encodé en H265. Donc si je retourne sur mon terminal, j'appelle mon fichier d'origine et cette fois-ci il va falloir que je précise la bibliothèque du codec que je vais utiliser. Donc je lui précise donc que je veux agir sur le codec de la vidéo et j'appelle la librairie X265 pour mon encodage en H265. Donc vous voyez que j'ai un temps d'exécution, puisque là on est vraiment sur un réencodage. Donc il y a un temps de traitement qui est d'ailleurs relativement long. Alors donc je précise donc la librairie que je veux utiliser. Donc on va voir après le traitement comment on accède à ces librairies d'encodage et comment avec l'aide de l'outil on peut avoir des précisions. Voilà, donc le traitement a été effectué dans un temps qui est quand même très très long pour une vidéo aussi courte. Donc ce qu'on peut constater, donc j'ai bien mon fichier qui a été généré. Alors oui, donc je vous disais, pour avoir des informations sur les bibliothèques d'encodage. Alors c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Donc avec l'aide de intégrer FFmpeg, donc vous pouvez déjà avoir la liste des encodeurs. Donc avec les librairies, donc voilà, X265, il est là. Et si donc la commande donc ffmpeg-encodeur au pluriel, et comme on l'a vu précédemment, si vous voulez une information spécifique à une librairie, donc là, il faut passer par l'aide. Et donc là, encodeur, cette fois-ci au singulier. Et là, vous allez avoir des informations, voilà, notamment des informations qu'on verra un peu plus tard, preset, tune, CRF, voilà, qui concerne la librairie d'encodage, donc là, le X265. Sur le fichier qui est généré, donc vous avez vu qu'il est quand même avec une taille réduite par rapport à notre fichier initial. Donc de 930 kg, on est passé à 630. Mais si je l'interroge, je vais interroger déjà le premier, je vais réinterroger le premier. Donc on voit qu'on était avec un bitrate de 741 kilobits seconde. Si j'interroge maintenant
le, je sais plus comment je l'ai nommé 12. Et notre débit est quand même tombé à 504 kilosecondes. Donc on a quand même une réduction de près de 30 secondes du débit et de la taille du fichier. Donc en fait le H265 atteint cette meilleure compression avec des techniques plus avancées que le H264. Mais est-ce qu'il y a une perte de qualité? Alors théoriquement non, mais en pratique c'est plus nuancé. Si on regarde le H265, on voit qu'on est avec donc une vidéo qui est avec un niveau d'encodage, un preset qui est main, alors que le H264, c'est là on était en high. Euh, donc on a un preset donc d'encodage qui est medium par défaut avec le H265, alors qu'il est élevé pour le H264. Euh, de même, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le CRF, qui est le Constant Rate Factor, est quelque chose, bon, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Euh, Par défaut, il est de 28 pour le H265 et il est de 23 pour le 264. Et euh, plus vous baissez votre niveau de CRF, plus vous conservez une vidéo de meilleure qualité, on va dire. Donc maintenant, pour comparer les deux, entre le fichier d'origine et le fichier de sortie sans modifier les paramètres, bon, vous n'allez pas voir beaucoup de différence. Le H265 est un peu plus agressif dans sa compression. Bon, là, sur l'exemple qu'on utilise, le compte à rebours, ça, c'est pas probant, mais sur des scènes qui peuvent plus complexes avec des textures fines ou des mouvements rapides, il pourrait y avoir une très légère perte de détails si on compare image par image. Donc voilà pour les conversions vidéo. Donc pour changer le format et réencoder un fichier audio, c'est identique. Il convient à chaque fois de préciser le codec qu'on souhaite utiliser dans le réencodage. Donc -c .a pour audio. Là, on va l'encoder en AAC. Voilà, le fichier audio 10, est 9, encodé en AC. 8, 7, 6, 5, 4. Si on souhaite le réencoder cette fois-ci, non pas en AAC, mais par exemple en Ogg Vorbis, je rappelle la même commande. On va changer la librairie d'encodage. Donc cette fois-ci, ça va être libvorbis. Et voilà, notre fichier 10, audio est réencodé. 9, 8, 7. Donc on a vu qu'on pouvait fixer le bitrate du fichier de sortie. Euh, alors les valeurs que peut prendre ce paramètre B2.A, il n'y a pas de liste universelle de valeurs pour cette option. Ça va dépendre du codec audio. Par exemple, pour le MP3, vous pouvez forcer le débit à du 8K, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 96, 112, jusqu'à 320K. Mais ça va dépendre du codec que vous utilisez. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette valeur de bitrate demande en fait un objectif, mais l'encodeur en fait a le dernier mot et il va adapter une valeur
automatique la plus proche de la valeur autorisée. Par exemple, si vous forcez du 300K pour du MP3, cette valeur est pas dans les critères et donc il va prendre la valeur autorisée la plus proche. Une autre valeur sur laquelle on peut agir sur la qualité du fichier audio produit, c'est la fréquence d'échantillonnage. Donc, si je réinterroge mon fichier d'origine, oui, c'est normal, j'appelle pas la bonne commande. Voilà, on voit qu'on a une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. Bon, ce taux est quand même assez important. Il faut savoir que, par exemple, la fréquence de rééchantillonnage d'un CD audio, elle est de 44 100 Hz. Donc on est tout à fait au-delà. Et donc on peut intervenir dans le réencodage sur cette valeur de rééchantillonnage. Alors pour cela, j'appelle mon outil. Et là, pour la fréquence d'échantillonnage, on va agir sur la valeur sur cette valeur AR. Je crois que c'est comme ça. Je me souviens plus de la rédaction de la commande. Donc je n'ai pas précisé de bitrate, juste de valeur d'échantillonnage. Si je l'interroge, donc vous voyez qu'il a modifié le bitrate, il l'a mis à 64 kg, mais par contre en conservant la valeur d'échantillonnage. Alors il existe une autre option sur laquelle vous pouvez agir pour modifier la qualité de votre encodage. Pour l'instant, on a fait des encodages avec un débit fixe, ce qu'on appelle Constant Bitrate, du CBR. Il y a possibilité d'avoir un encodage avec un bitrate variable. C'est-à-dire que l'encodage va ajuster le débit en fonction de la complexité du signal audio, pardon. Donc son avantage, c'est en fait, de mettre le débit là où il est vraiment utile. Et donc avec un encodage en VBR, donc en variable bitrate, vous obtenez une meilleure qualité globale à taille égale et vous avez un encodage avec une taille réduite. Et donc pour cela, il faut agir sur une option. Donc on va reprendre notre fichier source. Voilà. Et donc pour agir sur la... Donc déjà, on va lui préciser donc qu'on agit sur le codec audio qu'on lui demande de AAC. Et pour agir donc sur sur ce facteur de bitrate variable, voilà, il faut agir sur cette option -q2.a. Donc cette option peut prendre des valeurs qui vont de 0 à 9. 0 veut dire en fait que le bitrate est constant. Et au-delà de 0, on obtient un bitrate variable. Donc si je lui dis que je veux je mets cette option A2 et je vais faire alors une option avec QA2 et on lui fait du AAC. Voilà, il m'a fait l'encodage. On va reprendre
le même, mais cette fois-ci on va agir donc sur la qualité de, enfin sur la valeur de cette option QA. Voilà. Et on va le passer à 9. Voilà, très bien. Maintenant, on va interroger nos différents fichiers. On va masquer l'entête. Donc on avait fait le premier style 2. On va faire la même chose pour la valeur de 5 de QA et la valeur de 9. Donc qu'est-ce qu'on constate? Donc on a une fréquence d'échantillonnage qui reste inchangée par rapport à notre fichier source. Les débits, voilà, ont varié. On passe de 85 avec un QA2 à 145 QA5 et on voit qu'avec le QA maximum de 9, on reste quand même sur un débit quasiment identique au fichier généré avec le QA de valeur 5. Donc voilà, en fait, on atteint un seuil au-delà de Q1 qui est en fait le meilleur compromis. En fait, l'intelligence de l'encodeur, il analyse le signal et il refuse d'allouer plus de bits que nécessaire. C'est un peu le but du VBR. Voilà, l'interrogation de ces trois fichiers nous montre également une différence dans la durée des trois fichiers générés. On passe de 9 secondes 71 à 9,54, 9,57. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le fichier généré, le AAC, c'est pas un conteneur, c'est un fichier audio brut. Si vraiment on voulait avoir l'information de la durée du fichier audio, il faudrait encoder dans un conteneur. Et donc, on va le faire par exemple pour le. Je vais rappeler ma commande, mais cette fois-ci, voilà, par exemple, celle-ci. On va faire le QA5. Mais on va l'encoder en M4A, qui est en fait un conteneur qui accepte le AAC. Et cette fois-ci, si j'interroge le fichier MP4 généré, alors comment s'appelle-t-il? Oui, c'est QA5. Ah oui, je suis bête. Voilà, là il a bien une durée de 10 secondes. Par acquis de conscience, on va. Voilà, ouais, on a quand même une petite différence, un petit écart. Le petit écart en fait est lié au délai de démarrage du flux audio. Donc sur le MP3, donc on a un fichier qui fait 10 secondes et 3 centièmes, mais qui démarre voilà, 11 millièmes après le début du fichier. Alors que sur l'AAC encodé, on a des débuts de flux audio dès le début du fichier. Alors, concernant la vidéo, donc pour intervenir sur la qualité d'un réencodage vidéo, on peut agir sur plusieurs paramètres. Le premier d'entre eux, c'est le CRF, Constant Rate Factor. Ce paramètre d'encodage est utilisé si vous souhaitez conserver une bonne qualité visuelle sans se soucier du débit ou de la taille du fichier encodé. Alors la plage de CRF, j'ai regroupé ça dans une image. La plage de l'échelle du CRF varie en fonction de l'encodeur. Donc dans ce tableau, vous avez les valeurs que peut prendre le CRF en fonction de l'encodeur.
Donc on voit que pour du X264, le CRF va de 0 à 51, idem pour le X265. Par défaut, donc il est à 23 sur le X264 et 28 pour le X265. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous abaissez le niveau de CRF, vous améliorez la qualité, moins on a de pertes dans la conversion. 0 correspond à du lossless, c'est-à-dire du sans perte. Et plus vous augmentez la valeur de CRF, plus la qualité de réencodage est dégradée. Pour un fichier encodé avec X264, il faut que la valeur voilà, soit comprise entre 17 et 28. Bien, bah, on va faire des premiers réencodages en utilisant ce paramètre. Donc, je vais encoder mon MP4. Je vais le réencoder en X264. Donc, je lui précise que je veux. J'appelle cette librairie. Et je lui fixe donc le CRF. D'ailleurs, non, je ne vais pas le faire en X264, je vais le faire en X265. Voilà. Je vais faire en CRF 23. Donc, on va incrémenter un peu. Ça, je vais enlever. Voilà, on va le faire en 18, même pas. Tout ça, on peut enlever. Voilà, avec un CRF de 23. Voilà, le traitement très très long. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en changeant le niveau du CRF. Donc j'ai mis 23. On va le dégrader, on va le mettre à 40. On va mettre 51. Bien, on va voir. Alors déjà, 1 méga, 131 kg. Bon, visuellement, comme c'est le compte à rebours, je ne sais pas si on va avoir grosse différence. Bon, le 1 méga, voilà, la qualité est parfaite. Et sur, oui, ça se voit, je vous confirme. Alors, on va interroger ces deux fichiers là. Non, je vais masquer l'entête. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ils sont tous les deux encodés en 265, ok. La durée, toutes les deux fichiers de 10 secondes pile, mais ce qui nous intéresse, donc, c'est le bitrate. Donc, il est de 800 kg pour le fichier encodé avec le CRF23. Voilà, pour un débit qui est tombé à 105 pour la qualité la plus dégradée avec une qualité de CRF de 51. Pour agir sur la qualité vidéo de votre réencodage, vous pouvez intervenir sur d'autres pré-réglages. Par exemple, la valeur du preset. Alors là, je vous engage à aller voir la documentation officielle de FFmpeg. Et donc cette option preset peut prendre ces différentes valeurs. Si vous privilégiez la taille du fichier avec une taille la plus faible, vous privilégierez donc un encodage plus lent.
Si vous privilégiez un encodage ultra rapide, la taille du fichier sera un peu plus importante avec un encodage de moindre qualité. Alors, pour déclarer cette valeur dans la commande, on va le faire avec sur notre fichier de base. Donc, on appelle l'option preset. Alors, on va mettre voilà. Donc, vous voyez que le niveau de compression est pas extraordinaire, puisqu'on est passé d'un fichier d'origine qui faisait à peine 1 méga à un fichier de sortie qui fait 2 mégas 6. Mais bon, si pour vous l'objet n'est pas forcément la taille du fichier de sortie, mais un temps de traitement accéléré, voilà, vous pouvez utiliser cette valeur de preset. Un autre élément, enfin une autre façon d'encoder vos vidéos, enfin une autre option, c'est le nombre de passes que vous allez déterminer au traitement. Si vous souhaitez plus d'informations dans le fichier de sortie, vous pouvez, pareil, on va aller voir la documentation officielle de FFmpeg. Et donc vous pouvez réencoder votre vidéo en 2 passes, ce qui va améliorer forcément la qualité du fichier de sortie. Dernière information, alors si on va voir les librairies possibles pour l'encodage en H264, donc on va lui demander les listes des encodeurs, uniquement les encodeurs H264. Donc il y a bien sûr la librairie X264 que j'ai utilisée pour les différents exemples qu'on a vus. Il y a également cette librairie X264 en RGB, donc celle-ci n'est utile que lorsque vous avez des sources qui sont en RGB. Donc il faut quand même se méfier parce que le fichier de sortie peut ne pas être lisible par tous les lecteurs. Et ensuite, vous avez alors ces différentes librairies. Alors, le H264 NVMNC, c'est une librairie utilisée si vous avez un GPU NVIDIA. La librairie de 164 QSV, c'est la même chose, mais si vous avez un certain type de GPU Intel. Le H264, alors c'est Video for Linux, to memory, alors c'est une librairie qui ne fonctionne que sur les appareils Raspberry. Et celle-ci, je ne sais pas. Et il faut savoir que sur certaines versions de FFmpeg, bon, c'est pas présent sur la mienne, mais vous pouvez également avoir une librairie qui utilise les GPU AMD et la librairie ça va être H264 underscore AMF. Voilà pour ces petits compléments. Alors pour comprendre l'option d'encodage suivante que nous allons voir, il faut faire un peu de théorie et comprendre la structure interne d'un fichier d'un fichier MP4.
Donc un fichier MP4 est structuré avec des boîtes qu'on appelle aussi des atoms. Voilà, il y en a trois principales. La première d'en-tête qui contient les informations sur le format de fichier, les compatibilités. Et les deux suivantes qui sont les deux plus importantes. Donc le fichier, enfin la boîte pardon, MDAT, qui est la partie la plus lourde du fichier, elle contient l'ensemble des flux audio, vidéo, brut. Et enfin, la boîte Move, qui est en fait, c'est un peu la table des matières du fichier. Elle contient toutes les métadonnées essentielles, la durée, le codec utilisé, la résolution, mais aussi surtout l'index, qui indique précisément où se trouve chaque image clé dans la partie MDAT. Le problème est le suivant, c'est lorsque un fichier d'encodage ou un logiciel d'encodage comme FFmpeg génère un fichier, il écrit les données dans l'ordre où il le génère. Donc il va générer le MDAT, la boîte MDAT avant la boîte Move. Et donc en conséquence, les informations concernant les index, toutes les métadonnées se trouvent dans la structure, à la fin de la structure du fichier. Donc concrètement, pour voir avec FFFprop la structure d'un fichier, alors je vais vous éditer la commande. Donc déjà, alors ici je voulais aussi compléter par ça. Donc il faut savoir qu'à l'intérieur de chacune de ces boîtes, enfin surtout de ces deux principales, on a tout un tas de structures. Donc là on a le field type, un espace read, d'espace libre. Et puis, en fait, vous voyez que dans les atomes, l'atome move, voilà, on a tout un tas de structures de sous-ensembles en fonction de leur contenu. Donc, pour afficher la structure d'un fichier FFmpeg, donc là, je vais vous coller voilà, donc là, on va interroger ce fichier, enfin mon fichier source. Vous voyez, on y retrouve l'ensemble des boîtes avec le field type qui est de niveau root, premier niveau d'arborescence, l'espace libre qui fait 8 kg. Voilà, ça c'est leur taille. Le MDAT qui fait les 926 517 octets, donc la quasi-totalité de notre fichier, et à la fin la partie move de l'index de notre fichier. Si on veut afficher uniquement les boîtes de niveau root, voilà, on a bien le field type, un espace libre, le MDAT et le move. Alors pourquoi cette structure peut poser problème? C'est que lorsque vous lisez une vidéo dans un lecteur classique, il n'y a pas de problème. Le lecteur va lire le fichier du début à la fin. Il va identifier la partie move qui se trouve donc à la fin du fichier. Mais lorsque vous êtes sur le web en streaming, le navigateur a besoin de la table des matières avant de pouvoir commencer à lire la vidéo. Il doit donc savoir comment est structuré le fichier pour demander les bonnes portions au serveur. Si le fichier move est à la fin, le navigateur est obligé de, on va dire, télécharger l'intégralité du fichier avant de pouvoir lire la première seconde, ce qui n'est pas forcément optimal. Et donc il existe une option qui permet une fois, enfin à la fin d'un encodage, de modifier cette structure pour passer, je vais revenir sur les petits schémas, pour passer de cette structure, on a le MDAT avant le move et faire bouger le move avant le MDAT. Alors cette option, c'est on va en fait
bouger les flags. Donc l'option c'est move flag et puis avec l'option fast start. Donc on va la rédiger. Euh, ce qui veut dire que concrètement, on va la rédiger puis on va la détailler. Donc, je lui précise que je veux une copie de mon flux avec l'option pour bouger les flags. En fait, les boîtes, je bouge les boîtes avec l'option fast start et ensuite mon export, on va l'appeler 20. Voilà, et donc maintenant, si je réinterroge le fichier que je viens de créer, non, surtout pas. C'est cette commande que je voulais rappeler. Vous voyez que le move est passé voilà, avant le MDAT, ce qui va permettre une lecture accélérée pour lorsque vous êtes en streaming. Donc, ce que permet cette option de Fast Start, c'est que ça permet à la vidéo qu'elle commence à être jouée presque immédiatement, avant même que le fichier entier ne soit chargé. Il n'y a aucun impact sur la qualité visuelle. La taille du fichier est identique. On a juste en fait bougé la structure du fichier. Le temps d'encodage est légèrement plus long puisque FFmpeg doit réécrire le fichier à la fin pour déplacer les boîtes, mais c'est un processus très rapide comparé à l'encodage en lui-même. Il existe un outil qui permet de voir un peu la structure. Voilà. Vous voyez que mon move est là devant le MDAT. Bon, bah, ça reprend un peu les informations qu'on a vues avec FFFprop. Une dernière option pour optimiser la lecture de votre fichier lorsque vous êtes dans une situation de streaming, c'est d'ajouter le paramètre pour un décodage plus rapide. Alors concrètement, comment ça se... Donc concrètement, c'est l'option Tune et on va auquel on va ajouter l'option Fast Decode. Donc c'est une option qui optimise la vidéo encodée pour un décodage plus rapide. Alors au détriment quand même d'une légère augmentation de la taille des fichiers. Donc ça va accélérer le décodage, ça réduit un peu la charge du CPU, mais ça n'affecte pas la qualité visuelle du fichier final. Alors comment ça se rédige? Donc voilà, on va lui faire toujours une copie du flux vidéo. Et donc là, on rajoute le paramètre tune auquel on donne l'option fast decode. Donc pour être complet, on fait move flags. Fast start, voilà. Et là, on va l'appeler 30.
paste des codes. Voilà. Voilà, donc la vidéo a été générée. Bon, là, bien sûr, vu la taille du fichier, ce sera tout à fait imperceptible. Et ça peut être intéressant pour des situations de streaming ou si la vidéo sera lue sur des appareils avec peu de ressources. Voilà, on a terminé pour ces éléments de paramétrage des différentes possibilités d'encodage pour modifier les paramètres de qualité ou de facilité d'accès à un fichier vidéo. Nous allons maintenant voir un autre traitement de la vidéo et cette fois-ci on va s'intéresser au filtre. On va utiliser donc notre premier filtre. Donc je vous rappelle la commande pour accéder à l'ensemble des filtres. Donc au pluriel, là vous avez tous les filtres accessibles sur votre version de FFmpeg. Et si vous voulez un filtre en particulier, donc on le met au singulier. Et là, on va s'intéresser au filtre d'échelle Scale. Donc concrètement, on a vu que notre vidéo d'origine, notre compte à rebours d'origine, avait une résolution de 1920 par 1080, 1920 en largeur, 1080 en hauteur. Imaginons que nous voulons réduire cette vidéo sur une résolution de 480 pixels de large. Donc on va demander ce traitement en conservant le même ratio entre hauteur-largeur. Donc comment on va s'y prendre? Donc on va appeler donc cette fois-ci on va appeler un filtre vidéo. Donc il faut qu'on appelle la commande VF. On précise le nom du filtre à utiliser. Et là on va lui dire on veut 480 en largeur et on va lui préciser -1 de façon à ce que le traitement calcule automatiquement la largeur en respectant le ratio, sans contrainte de divisibilité. Et on lui donne le fichier de sortie. Alors, de toute façon, là on est sur un traitement, on ne peut pas faire une copie de flux. Donc forcément, il va y avoir un temps de génération du fichier. Voilà, donc le fichier a été généré. Si je le lis, oui, on voit ce que ça donne. Bon, on voit déjà qu'on est sur une qualité un peu dégradée, forcément. Et si on l'interroge, voilà, on voit qu'on est bien sur une largeur de 420 par 270, donc toujours avec un DAR en 16 neuvième. Bon, il a respecté le format des pixels, il n'y a pas touché. Donc la commande que j'ai utilisée, c'était oui, c'était celle-ci. Ce qu'il est préférable d'utiliser quand vous voulez conserver le rapport hauteur-largeur, donc c'est pas forcément -1, donc -1 ça fonctionne, mais il vaut mieux mettre -2. Parce que en fait, dans le traitement, l'outil donc va calculer la largeur en respectant le ratio, mais forcer la divisivité par 2, ce qui est préférable pour être sûr d'avoir des dimensions paires. Parce qu'il y a certains encodeurs qui vont l'exiger.
Ah zut. Vous voyez que ça fonctionne également dans l'autre sens, hein. J'ai mis -2 au rapport à la largeur. J'ai précisé uniquement la hauteur. -2 pour le rapport de largeur et je me retrouve quand même avec un rapport largeur-hauteur de 16 neuvièmes. Voilà, nous arrivons au terme donc de cette première vidéo consacrée à l'utilisation de l'outil FFmpeg. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Nous avons abordé des principes de la théorie sur l'utilisation de l'outil. Dans les vidéos suivantes, nous aborderons plus en détail des traitements, que cela concerne des extractions de pistes audio à partir d'un fichier audio-vidéo, de sous-titres, comment ajouter les pistes de sous-titres, comment ajouter un logo, comment faire des coupes, etc., etc. Bon, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.